Et c'est un roman de Donato Carizzi. Je crois que c'est un auteur qui est italien et j'adore ses romans, il écrit super bien. Et la maison d'édition c'est Calman Levy. Et d'ailleurs je les remercie énormément puisque c'est eux qui m'ont donné l'accord pour lire cette série de livres. Donc merci beaucoup. Donc il s'agit d'un thriller, mais avant de te lire le résumé, je vais te présenter la couverture. Donc le roman se présente comme ceci. Donc là je crois que c'est un visage d'enfant. Même si j'avoue que ça ressemble plus à une poupée, mais en tout cas c'est un visage d'enfant. Et là on peut lire Dieu se tait, le diable murmure. Donc c'est parti pour le résumé du tome 1. 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis qu'ils enquêtent sur les raps des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière, appartenant à une victime inconnue, les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Donc voilà pour le résumé que franchement j'adore. Et maintenant nous allons passer au tout début de ce roman. Prison de haute sécurité de XXXX, quartier pénitentiaire numéro 45. Rapport du directeur, Monsieur Alphonse Béranger. 23 novembre de l'année en cours. À l'attention du bureau du procureur général J.P. Marin. Objet confidentiel. Cher Monsieur Marin, je me permets de vous écrire pour vous signaler le cas étrange d'un détenu. Le sujet en question est le matricule numéro RK-357/9. Désormais, nous ne nous référons plus à lui que de cette manière, vu qu'il n'a jamais voulu décliner son identité. L'arrestation par la police judiciaire a eu lieu le 22 octobre. L'homme errait de nuit, seul et sans vêtements, sur une route de campagne dans la région de XXXX. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles de nos archives a exclu son implication dans de précédents délits ou dans des crimes non élucidés. Cependant, son refus réitéré de décliner son identité, même devant le juge, lui a valu une condamnation à 4 mois et 18 jours d'emprisonnement. Depuis qu'il est entré au pénitencier, le détenu RK-357/9 n'a jamais fait preuve d'indiscipline. Il s'est toujours montré respectueux du règlement carcéral. En outre, l'individu est de nature solitaire et peu enclin à sociabiliser. Peut-être est-ce également pour cette raison que personne n'a remarqué le comportement singulier que l'un de nos geôliers a constaté récemment. Le détenu RK-357/9 essuie avec un chiffon en feutre chaque objet avec lequel il entre en contact, ramasse tous les poils et cheveux qu'il perd quotidiennement, astique à la perfection les couverts et les WC à chaque fois qu'il les utilise. Nous avons donc affaire soit à un maniaque de l'hygiène, soit, beaucoup plus probable, à un individu qui veut à tout prix éviter de laisser du matériel organique.
aujourd'hui, le sujet partageait sa cellule avec un autre détenu, ce qui l'a certainement aidé à faire disparaître ses propres traces biologiques. Cependant, je vous informe que comme première mesure, nous l'avons retiré de cette condition de promiscuité et mis en isolement. Je le signale à votre bureau afin que vous lanciez une enquête et que vous demandiez, si nécessaire, une mesure d'urgence du tribunal pour contraindre le détenu RK-357/9 à effectuer un test ADN. Tout cela en tenant également compte du fait que dans environ 109 jours, le 12 mars, le sujet finira de purger sa peine. Avec ma considération, le directeur Alphonse Béranger. Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Quelque part dans les alentours de W, 5 février, le grand papillon l'emportait, se fiant à sa mémoire pour se déplacer dans la nuit. Il faisait vibrer ses larges ailes poussiéreuses, évitant les pièges des montagnes, aussi calmes que des géants endormis, épaule contre épaule. Au-dessus d'eux, un ciel de velours, en dessous le bois, très dense. Le pilote se tourna vers le passager et indiqua devant lui un énorme trou blanc au sol, semblable au cratère lumineux d'un volcan. L'hélicoptère vira dans cette direction. Ils atterrirent au bout de 7 minutes sur l'accotement de la nationale. La route était fermée et la zone occupée par la police. Un homme en costume bleu vint accueillir le passager jusque sous les hélices, retenant avec peine sa cravate. « Bienvenue, professeur, nous vous attendions », dit-il à haute voix pour couvrir le bruit des rotors. Goran Gavila ne répondit pas. L'agent spécial Stern continua. « Venez, je vous expliquerai un chemin. » Ils s'engagèrent sur un sentier accidenté, laissant derrière eux le bruit de l'hélicoptère qui reprenait de l'altitude, aspiré par le ciel d'encre. La brume glissait comme un suaire, dévoilant le profil des collines. Autour, les parfums mélangés du bois étaient adoucis par l'humidité de la nuit, qui remontait le long des vêtements, glissait froidement sur la peau. Cela n'a pas été simple. Je vous assure, il faut que vous voyiez de vos propres yeux. L'agent Stern précédait Goran de quelques pas, en se frayant un chemin parmi les arbustes, tout en lui parlant sans le regarder. Tout a commencé ce matin, vers 11 heures. 2 jeunes garçons parcourent le sentier avec leurs chiens. Ils entrent dans le bois, escaladent la colline et débouchent dans la clairière. Le chien est un labrador et, vous savez, ils aiment creuser, ces chiens-là. Bref, l'animal devient comme fou parce qu'il a flairé quelque chose. Il creuse un trou et voilà qu'apparaît le premier. Goran se concentrait pour le suivre, tandis qu'il s'enfonçait dans la végétation, de plus en plus touffue le long de la pente progressivement plus raide. Il remarqua que le pantalon de Stern était légèrement déchiré à la hauteur du genou, signe qu'il avait déjà fait le trajet plusieurs fois cette nuit-là. Évidemment, les jeunes garçons s'enfuient immédiatement et préviennent la police locale, continua l'agent. Ils arrivent, examinent les lieux, les reliefs, ils cherchent des indices, bref, la routine. Puis, quelqu'un a l'idée de continuer à creuser pour voir s'il y a autre chose. Et voilà que le deuxième apparaît. Là, ils nous ont appelés. On est ici depuis 3 heures du matin. Nous ne savons pas encore combien il y en a là-dessous. Voilà, nous sommes arrivés. Devant eux s'ouvrit une petite clairière, éclairée par des projecteurs, la gorge de feu du volcan. Soudain, les parfums du bois s'évanouirent, et tous deux furent assaillis par une odeur âcre, caractéristique. Goran leva la tête, se laissant envahir, assis de phénix, et il vit un cercle de petites fosses et une trentaine d'hommes en combinaison blanche qui creusaient dans cette lumière halogène et martienne, munis de petites pelles et de pinceaux
bariolés de temps à autre par les petites explosions des flashs. Goran identifia les agents spéciaux, Sarah Rosa et Klaus Boris. Il y avait aussi Roche, l'inspecteur-chef, qui le reconnut et vint tout de suite vers lui à grands pas. Avant qu'il puisse ouvrir la bouche, le professeur le questionna. « Combien ? 5, toutes de 50 cm sur 20 et de 50 de profondeur. D'après toi, qu'est-ce qu'on enterre dans des trous comme ça ? Une chose dans chaque fosse, la même chose. Le criminologue le fixa, interrogateur. La réponse arriva. Un bras gauche. Goran regarda les hommes en combinaison blanche qui s'affairaient dans cet absurde cimetière à ciel ouvert. La terre ne rendait que des restes en décomposition, mais l'origine du mal se trouvait avant ce temps suspendu et irréel. « Ce sont elles ?» demanda Goran. Mais cette fois, il connaissait la réponse. D'après l'analyse des PCR, ce sont des filles blanches, entre 9 et 13 ans, des petites filles. Roche avait prononcé la phrase sans aucune inflexion dans la voix, comme un crachat qui rend la bouche amère si on le retient trop longtemps. Debbie, Annick, Sabine, Mélissa, Caroline. Tout avait commencé 25 jours plus tôt, comme un fait divers de journal de province, avec la disparition d'une élève d'un prestigieux collège pour enfants de riches. Tout le monde avait pensé à une fugue. La protagoniste avait 12 ans et se nommait Debbie. Ses camarades se souvenaient de l'avoir vue sortir après les cours. Dans le dortoir des filles, on ne s'était aperçu de son absence que pendant l'appel du soir. Ça avait tout l'air d'une de ces histoires auxquelles on consacre un demi-article, en 3e page. Et dont le dénouement attendu et heureux n'a droit qu'à un entrefilet. Ensuite, Annick avait disparu. Cela était survenu dans une petite bourgade, avec des maisons en bois et une église blanche. Annick avait 10 ans. Au début, on avait pensé qu'elle s'était perdue dans les bois, où elle s'aventurait souvent avec son VTT. Toute la population locale avait participé aux recherches, mais sans succès. Avant qu'on puisse comprendre ce qu'il se passait réellement, cela s'était produit à nouveau. La 3e s'appelait Sabine, c'était la plus jeune, 7 ans. Cela avait eu lieu en ville, un samedi soir. Ses parents l'avaient emmenée à la fête foraine, comme tant d'autres familles. Elle était montée sur l'un des chevaux d'un manège plein d'enfants. Sa mère l'avait vue passer la première fois. Elle lui avait fait un signe de la main. La 2e, et elle avait répété son signe. La 3e fois, Sabine avait disparu. À ce moment-là, on avait commencé à penser que 3 petites filles qui disparaissent en l'espace de 3 jours, ce n'était pas normal. Les recherches avaient démarré en grande pompe. On avait lancé des appels à la télévision, parlant d'un ou plusieurs maniaques, peut-être d'une bande. En réalité, il n'y avait aucun élément pour formuler une hypothèse de recherche plus poussée. La police avait installé une ligne téléphonique spéciale pour recueillir des informations, même anonymes. On avait reçu des centaines de signalements et il aurait fallu des mois pour tous les vérifier. Pour couronner le tout, les disparitions ayant eu lieu dans des lieux différents, les polices locales n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la juridiction. L'unité d'investigation pour les crimes violents, dirigée par l'inspecteur-chef Roche, était alors intervenue. Les affaires de disparition ne relevaient pas de sa compétence, mais la psychose montante avait conduit à l'exception. Roche et son équipe étudiaient déjà le cas quand la 4e fillette avait disparu. Mélissa était la plus âgée, 13 ans. Comme à toutes les filles de son âge, ses parents lui avaient imposé un couvre-feu, craignant qu'elle ne puisse être victime du maniaque qui terrorisait le pays. Mais l'interdiction de sortie avait coïncidé avec le jour de son anniversaire, et Mélissa avait d'autres projets pour ce soir-là. Avec ses amis, elle avait mis sur pied un petit plan pour faire le mur et aller s'amuser dans une salle de bowling. Toutes ses amies étaient arrivées. Seule Mélissa ne s'était pas présentée.
Une chasse aux monstres confuse et improvisée avait débuté. Les citoyens s'étaient mobilisés, prêts à faire justice eux-mêmes. La police avait posté des barrages sur les routes. On avait renforcé les contrôles des individus déjà condamnés ou soupçonnés de crimes sur des mineurs. Les parents n'osaient plus laisser sortir leurs enfants, même pas pour aller à l'école. De nombreux établissements avaient dû fermer pour cause de manque d'élèves. Les gens ne quittaient leur domicile qu'en cas de stricte nécessité. À partir d'une certaine heure, villages et villes étaient déserts. Pendant quelques jours, il n'y avait pas eu de nouvelles disparitions. Beaucoup pensaient que toutes les mesures de précaution mises en place avaient eu l'effet escompté, décourager le maniaque. Mais ils se trompaient. Le rapt de la 5e fillette fut le plus spectaculaire. Caroline, 11 ans. Elle avait été enlevée dans son lit alors qu'elle dormait dans sa chambre, à côté de celle de ses parents qui ne s'étaient rendus compte de rien. 5 fillettes enlevées en une semaine. Ensuite, 17 longs jours de silence. Jusqu'à ce moment. Jusqu'à ces 5 bras enterrés. Debbie, Annick, Sabine, Mélissa, Caroline. Goran regarda le cercle formé par les petites fosses. Une ronde macabre de mains. On aurait presque pu les entendre chanter une cantine. À partir de maintenant, il est clair qu'il ne s'agit plus d'affaires de disparition, dit Roche en faisant un geste de la main autour de lui. C'était une habitude. Rosa, Boris et Stern vinrent le rejoindre et écoutèrent, le regard rivé au sol et les mains croisées derrière leur dos. Roche commença. Je pense à celui qui nous a conduits jusqu'ici ce soir, à celui qui a prévu tout ceci. Nous sommes ici parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a imaginé. Et il a construit tout ceci pour nous, parce que le spectacle est pour nous, messieurs, rien que pour nous. Il l'a soigneusement préparé, savourant d'avance le moment, notre réaction, pour nous étonner, pour nous faire savoir qu'il est grand et puissant. Ils s'acquiescèrent. L'auteur, quel qu'il soit, avait agi en toute sérénité. Roche, qui avait depuis longtemps pleinement intégré Gavila à l'équipe, s'aperçut que le criminologue était distrait. Les yeux immobiles, il suivait une pensée. « Et toi, professeur, qu'est-ce que tu en penses ?» Goran émergea de son silence et dit seulement « Les oiseaux ». Au début, personne ne comprit. Il continua, impassible. « Je m'en étais pas aperçu en arrivant, je viens de le remarquer. C'est bizarre, écoutez. » Des milliers de voix d'oiseaux s'élevaient du bois. « Ils chantent, » dit Rosa, étonnée. Goran se tourna vers elle et fit un signe d'assentiment. « Ce sont les projecteurs. Ils croient que c'est l'aube et ils chantent, commenta Boris. « Vous pensez que cela a un sens ?» reprit Goran en les regardant cette fois-ci. « Eh bien, oui, 5 bras enterrés, des morceaux, sans corps. Si nous le décidons, personne ne verra de cruauté dans tout cela. Sans les visages, pas de corps. Sans les visages, pas d'individus, pas de personne. Nous devons seulement nous demander où sont ces fillettes, parce qu'elles ne sont pas là dans ces trous. Nous ne pouvons pas les regarder dans les yeux. Nous ne pouvons pas percevoir qu'elles sont comme nous. En réalité, il n'y a rien d'humain dans tout cela. Ce ne sont que des morceaux, pas de compassion. Il ne nous y a pas autorisé. Il ne nous a laissé que la peur. On ne peut pas avoir pitié pour ces petites victimes. Il veut seulement nous faire savoir qu'elles sont mortes. Vous trouvez que cela a un sens? Des milliers d'oiseaux dans le noir, contraints à crier autour d'une lumière improbable. Nous ne pouvons pas les voir, mais eux, ils nous observent. Des milliers d'oiseaux. Que sont-ils? C'est simple. Mais c'est aussi très illusoire. Et il faut se méfier des illusionnistes. Parfois, le mal nous trompe en revêtant la forme le plus simple des choses. Silence. Une fois encore, le criminologue avait saisi un sens symbolique, à la fois petit et important. Ce que les autres n'arrivaient
souvent pas à voir ou, comme dans ce cas, à sentir. Les détails, les contours, les nuances, l'ombre autour des choses, l'aura sombre dans laquelle se cache le mal. Tous les assassins ont un dessein, une forme précise qui leur procure de la satisfaction, de l'orgueil. Le plus difficile est de comprendre leur vision. C'est pour cela que Goran était là. C'est pour cela qu'il l'avait appelé, pour qu'il repousse ce mal inexplicable à l'intérieur des notions rassurantes de la science. À ce moment-là, un technicien en combinaison blanche s'approcha d'eux et s'adressa directement à l'inspecteur-chef avec une expression confuse sur le visage. « Monsieur Roche, il y a un problème. Nous avons 6 bras maintenant. » Et c'est la fin de ce chapitre. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer, malgré l'univers assez sombre du roman. D'ailleurs, je déconseille d'écouter cette vidéo pour s'endormir, parce que les prochains chapitres seront tout aussi joyeux. J'espère que ce nouveau roman va te plaire autant qu'à moi il m'a plu. Et je remercie encore la maison d'édition Kallman Levy parce que c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Donc je suis tellement contente d'avoir eu l'accord. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée